Bien, alors, bonjour à tous, puisque la salle est pleine, d'après ce que je vois. Alors, le thème que je vous propose aujourd'hui est un thème assez particulier, assez curieux, puisque vous le voyez dans le titre, hein, on parle du CO2, de la montée des eaux, des catastrophes météorologiques et savoir si la science est bien établie. Donc, si la diapo ne passe pas, elle va arriver. Elle aussi, elle est un petit peu en retard, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, vous allez me dire, je pense assez rapidement, quel est le rapport avec le week-end de la liberté. Donc, diapo suivante. Ce rapport, si la diapo veut bien passer. Alors, vous allez peut-être me dire vous-même, mais quel rapport entre le week-end de la liberté et le climat? Alors, j'ai mis une première pseudo-réponse en termes en interrogation, les climato-sceptiques victimes d'ostracisme. Nous allons voir à travers cette page qu'il y a quelques faits qui montrent des choses, des éléments intéressants, et notamment que ceux que l'on appelle les climato-sceptiques, les climato-réalistes sont des personnes plutôt indésirables dans notre société. Le premier, je vous rassure, après nous parlerons un peu plus de climat. Là, on est plutôt dans la page politique, entre guillemets, mais nous verrons tout à l'heure qu'il y a des faits, d'autres faits avérés qui nous permettent de justifier notre raisonnement. Alors, le premier fait concerne Nathalie Kosciusko-Morizet, que vous connaissez certainement, qui... dans le grand journal de Canal+, évoquait l'affaire Philippe Verdier, vous savez, celui qui s'est fait virer d'Europe 2, je crois, c'est ça Olivier, hein, il était Philippe Verdier, ouais, France 2, et donc elle a dit au sujet donc, des climato-sceptiques, dans ma tête c'est très clair, je dirais que c'est des connards, mais on va encore dire que, bon, c'est intéressant comme terme, donc je me présente, je suis un connard. Ça commence bien. Alors, petite nuance, Philippe Verdier n'est pas climato-sceptique. Hein, il a dénoncé justement ce cinéma qu'il y avait autour du climat, mais il n'est pas climato-sceptique avéré, il ne s'est pas penché entièrement sur cette problématique. Alors, deuxième exemple non moins intéressant, Corinne Lepage. Alors vous allez me dire, je mets les dames en premier. C'est normal, c'est la galanterie. Hein, donc, Corinne Lepage, je vais lire ce qu'elle a dit. C'est intéressant aussi. Je pense quand même qu'à un moment donné du temps, il va falloir tenir un registre très précis de tous ceux qui se seront prononcés et qui auront agi dans un contexte climato-sceptique pour que dans quelques années, ils portent la responsabilité au moins morale de ce qu'ils auront fait. Alors là, on commence à avoir peur. On voit venir les bagues avec une croix verte dessus ou je ne sais quoi. D'autant plus que Corinne Lepage milite pour la création d'un tribunal international de l'environnement. Donc l'idée, ce serait de... Voilà. Troisième fait, celui-ci est assez amusant, c'est... François Gémen, qui est, tu le connais, je suppose, qui est, alors, entre guillemets, spécialiste de l'impact de l'environnement sur la géopolitique mondiale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Bon. Il agresse verbalement le journaliste qu'il interviewait et Serge Galam, qui était... Serge Galam est un physicien et directeur de recherche au CNRS, c'est pas n'importe qui. Serge Galam était venu parler de cette affaire de réchauffement climatique avec une vision plutôt climato-sceptique. Et François Gémen a insulté à la fois Serge Galam, il a empêché de parler pratiquement, et en plus il a dit aux journalistes, c'est scandaleux, vous ne devriez pas autoriser ces gens-là à prendre la parole à votre antenne. Vive la démocratie. Alors, autre fait, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique, c'est chez Obama. Vous connaissez Obama quand même? Ah bon, j'ai eu peur. En haut à droite, on ne le voit pas très bien, il y a une photo de son site internet sur lequel
il a fait mettre une sorte de chasse aux sorcières qui concerne 160 spécialistes climato-sceptiques américains. Et il y a pour chaque spécialiste, il y a la photo, le pédigré, le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. Et il invite les lecteurs à leur envoyer un message gentil, voilà, à les dénoncer. Et à leur dire, voilà, c'est fabuleux, c'est la démocratie ça aussi. Et ça c'est authentique, hein, je peux vous donner les adresses, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver à la fois sur l'article que j'avais fait, qui est paru sur le site du Cercle Frédéric Bastiat, avec l'intitulé « L'intolérance », et puis également sur mon site affairesclimatiques.fr, où là je mets tous les billets. Donc il y a un billet qui s'appelle « Connard », vous voyez à qui je fais allusion, et puis il y a un autre billet sur l'intolérance et d'autres choses. Voilà. Autre point, alors là c'est un peu plus grave. À mon avis, c'est lors de la COP21 à Paris. Vous en avez entendu parler aussi, je pense. Il y a eu des affiches qui ont été placardées. Vous la voyez, celle-ci ? Wanted. Et en dessous, il y avait criminel climatique. C'est beau. Ça, c'est M. Horner, qui est un climato-sceptique, mais qui est quand même quelqu'un d'assez posé, qui a assez mal pris la chose, d'ailleurs. Et ce qui est fabuleux, c'est que ces affiches ont été placardées, mais il n'y a aucun homme politique français qui ait réagi. Il y a eu des réactions par ailleurs, mais pas en France. C'est assez bizarre. Et l'opération a été menée par la secte, enfin par l'association Avaz, pardon, pour le lapsus. Tant qu'on est dans le folklore, le dernier fait en vitesse, c'est Arnold Schwarzenegger. Vous le connaissez, hein ? Bon, donc lui, il est très intéressant, puisqu'il a dit qu'il aimerait parfois pouvoir utiliser les méthodes de Terminator avec les climato-sceptiques. Bon, alors en plus, il a dit « ça m'aurait pris que 5 minutes pour les convaincre que les gaz à effet de serre sont un polluant ». C'est à la fois fin et faux. Faux parce que le CO2 n'est pas un polluant. Bon, voilà. Alors après, je pourrais vous sortir une liste pendant des heures, mais on n'a pas le temps pour cela. Mais ça nous amène à nous poser la question quand même, où est la liberté dans tout cela ? Et est-ce qu'il y a encore une place pour la démocratie lorsque des personnes veulent s'exprimer avec un avis divergent par rapport à la pensée unique ? Alors, on va maintenant passer à la phase un peu plus pratique. Donc j'ai essayé de mettre des schémas pour que l'on comprenne assez rapidement les faits, la factuelle, sur la réalité du climat. En haut à droite, vous avez un schéma qui est intéressant. Donc vous avez l'échelle 1000 AD, after Jesus, c'est vers l'an 1000 à peu près, et à droite, on est à notre époque. La courbe, ce sont les températures. Petit âge optimum médiéval, ce qu'on appelle optimum médiéval, période chaude qu'il y a eu autour de l'an 1000, on la retrouve. Et ensuite, on retrouve aussi le petit âge de glace, le petit âge glaciaire qui tournait autour du XVIe siècle et qui s'est terminé vers 1850. Ensuite, les températures remontent et on arrive à notre époque avec les températures qui sont a priori plus basses que celles du petit âge de l'optimum médiéval. La courbe de gauche, alors ça c'était dans les premiers rapports du GIEC. Vous avez entendu parler du GIEC, hein ? Bon. C'était vraiment un élément qui permettait d'appréhender la réalité du climat passé. La figure que vous avez en bas à gauche est intéressante. Elle est parue aussi dans les rapports du GIEC. Et c'est ça qui a déclenché l'affaire climatique, puisque vous voyez que cette courbe ne ressemble pas à l'autre. C'est une courbe qui a été établie par un certain Michael Mann qui a donc travaillé à partir de cernes d'accroissement des arbres, de certains arbres, selon une certaine méthodologie. Et on ne retrouve pas vraiment
l'optimum médiéval, le petit âge glaciaire, etc. Par contre, après, bon sang, à partir de notre époque, les températures, elles grimpent à fond. Donc là, c'est vraiment cohérent. Hein. Il y avait le CO2 qui grimpait, les températures grimpent d'autant. Manque de chance, il y a eu le Climategate et puis d'autres affaires avant, avec des scientifiques qui ont dit ta courbe, là, ça ne marche pas. Et on s'est aperçu que Michael Mann a fait ce qu'on appelle le cherry picking. C'est-à-dire que lorsqu'on veut démontrer une théorie et qu'il y a des données qui ne collent pas trop avec ce que l'on veut démontrer, on les met de côté, ou on les traite différemment. Ce qui fait que cette courbe, c'était un canular. C'était une courbe fausse. Alors il y a eu, notamment en Angleterre, il y a eu pas mal de débats là-dessus. Il y a eu même un procès, un semblant de procès. Bon, finalement, Michael Mann est toujours là. Enfin, je pense, je ne sais pas, je suppose. Cette courbe est restée assez longtemps. On la retrouve encore dans la littérature, hélas. C'est ce qu'on appelle la courbe en crosse de Hawkey. Voilà, la fameuse courbe en crosse de Hawkey. Donc ça fait partie du patrimoine climatique désormais. Bon, j'ai mis en bas à droite, je ne vais pas les commenter, mais on a des éléments qui permettent de mieux comprendre l'évolution des températures depuis 100 000 ans. Donc il y a eu le petit schéma, le petit carré en haut à gauche, en rouge, depuis 10 000 ans, donc depuis l'Holocène, et en bas depuis 1000 ans. Donc on a suffisamment de données pour connaître aujourd'hui ce qui s'est passé autrefois, et depuis des périodes assez longues, mais aussi et surtout depuis le début de l'époque chrétienne. Tant qu'on est dans les températures, alors j'ai mis un petit théorème parce qu'on n'arrête pas de dire oui, il n'a jamais fait aussi chaud. Je me contente d'affirmer il fait plus chaud que quand il faisait plus froid. Hein. C'est la relativité du climat. Et si on prend la courbe de gauche, donc vous avez à gauche 1900 et à droite 2000, celle-ci j'avais dû l'arrêter à 2014 où il n'y a pas la hausse après. Et on peut découper en tout cas le XXe siècle en trois grandes phases d'évolution des températures. La première pour la période 1910-1940, où là on a eu une forte hausse des températures. Bon, à l'époque, le CO2, il n'était pas si important qu'il n'est aujourd'hui. La seconde, entre 1941 et 1980. Alors là, c'est un peu curieux parce qu'on dit le CO2, la hausse du CO2 anthropique a commencé vraiment à démarrer vers 1950. Et là, les températures stagnent, voire même elles baissent. Et puis une période, 1980 jusqu'en 2000, où là, les températures montent. Alors là, c'est cohérent. C'est vrai que c'est à cette époque-là qu'on a dit, ça y est, CO2 monte, température monte, c'est bon, on y va. Manque de chance quand même, si on détaille la période 1996 à gauche sur le schéma de droite jusqu'à aujourd'hui, dont les dernières données, c'est de juin 2016, je crois, on s'aperçoit qu'il y a plutôt une stagnation des températures. Il y a eu un grand pic en 1998 et il y a un grand pic en 2015-2016. Ces deux grands pics sont liés au courant El Niño. Sinon, pour le reste, on a une stagnation de l'évolution des températures. Donc, on va passer à la diapo suivante pour parler du CO2. Alors, le CO2, il n'y a aucun doute, il augmente. Hein. Le débat porte essentiellement sur la part de CO2 anthropique dans l'augmentation. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Et vous avez sur le graphique de droite en haut, la courbe du CO2 en rouge, hein, avec les oscillations saisonnières qui sont importantes, et les températures depuis 1960, je crois, qui donc ne suivent pas strictement cette courbe du CO2. Au début, on a une baisse des températures, ensuite une montée, ensuite un palier. Un détail plus fin depuis 1998, dans le schéma du bas à droite, nous montre toujours le CO2 en rouge.
avec l'évolution des températures. Donc là, c'est arrêté en juillet 2012. Hein. Donc il y a eu après une hausse des températures, vraisemblablement due à El Niño. Mais on voit bien que là, il n'y a pas de corrélation de cause à effet entre CO2 et augmentation des températures. Diapo suivante. Alors, que peut-on conclure dans un premier temps? Alors, je n'ai pas énuméré tous les éléments objectifs qui existent, ça nous prendrait des heures. Bon, mais toutes ces données, ce sont des données fiables, vérifiables. Je peux vous donner les sources, vous pouvez les trouver dans mon livre, vous pouvez les trouver sur le site internet, etc. Ce sont des données qui sont souvent issues de sites officiels. Donc, on a pu voir qu'il n'y a pas de lien avéré entre l'augmentation du CO2 et celle des températures, que les anomalies, en tout cas l'anomalie liée au courant El Niño 2015-2016 montre bien, alors j'ai mis prouve entre parenthèses parce qu'il y a des études en cours, mais il semblerait qu'il y ait des facteurs bien plus influents que le CO2 qui soient en jeu dans cette affaire du climat. Et finalement, l'influence de l'homme dans le réchauffement climatique anthropique, entre guillemets, n'est pas démontrée et elle n'est pas explicitement reconnue par des études scientifiques. Même dans les rapports du GIEC, il y a un doute, même s'ils arrivent parfois à donner des statistiques avec une confiance assez élevée. Mais bon, on considère que effectivement, le CO2 peut avoir une part marginale dans l'évolution des températures. Point barre. Mais la totalité de l'évolution des températures, il semblerait que ce soit plutôt de l'aléa ou bien d'autres facteurs. Il y a d'autres théories là-dessus. Diapo suivante. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Alors, je vous l'avais promis, on va parler de l'océan assez rapidement. On parlait tout à l'heure du réchauffement climatique. Bon, ça ne marche pas. Donc, on sort le 49.3 qui promeut le changement climatique ou bien le dérèglement climatique. Hein, bon, selon les souhaits, Nicolas Hulot avait employé un autre terme, le paroxysme climatique, je crois. Enfin, je ne me rappelle plus très bien. Bon, peu importe. Dans tout cela, on voudrait savoir si l'océan est en train de monter à plein pot. Ce n'est pas vraiment le cas. Qu'il s'agisse des données satellitaires depuis 1990 à gauche, où là vous voyez que le trend, que la moyenne est d'environ 3 mm par an de hausse de l'océan. Il y a des fluctuations, mais ces fluctuations se font de part et d'autre de la moyenne. Donc il n'y a pas une accélération de la hausse du niveau de l'océan constatée par les satellites. En haut à droite, vous avez un schéma très intéressant. Alors il s'arrête en 2006, mais il couvre quand même une période de 1806 à 2006. C'est le marégraphe de Brest. Et ce marégraphe montre que la hausse moyennée du niveau de l'océan depuis cette époque-là s'établit autour de 1,15 mm par an. À peu près 1,15 mm. Bon, tout dépend comment on place les moyennes et les périodes. Et en bas, je vous ai sorti un petit schéma très intéressant. Alors, vous savez, les îles Tuvalu, entre autres, hein, bon, toute la pléiade d'îles qu'il y a là-bas, bon, ça fait un moment qu'elles devraient être sous l'eau. Manque de chance, elles sont toujours... bon. Et quand on sort le schéma, c'est pas moi qui ai fait le schéma, hein, c'est la source, c'est le bureau de météorologie australien. Quand on sort le schéma de l'évolution du niveau de l'océan depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, vous avez en haut les marées hautes, en bas les marées basses, et au milieu la moyenne. Alors j'arrive pas à lire une hausse accentuée du niveau de l'océan. Bon, c'est un constat. Alors ça marche pas vraiment non plus. Alors dire ouais mais les tempêtes, il y en a de plus en plus. Bon, là je pourrais sortir plusieurs graphiques, il y en a qui ont été faits pour différents phénomènes. Bon, ici on sort le graphique qui concerne à gauche la fréquence des cyclones,
sur la période 1971 à aujourd'hui. Et fréquence, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu là aussi une courbe en crosse de hockey. Hein, vous voyez la courbe, hein, c'est une courbe officielle. Ce sont des données. Donc ça, c'est avéré. Et à droite, on a une autre courbe intéressante. C'est ce qu'ils appellent l'énergie accumulée, l'énergie cyclonique accumulée, la CE. Alors pour la même période et pour le même type d'événement, c'est-à-dire des cyclones tropicaux. Et on s'aperçoit qu'on a eu des périodes de 1990 à 1998 et puis 2004-2006 qui ont été quand même assez secouées. Ensuite, on est revenu à, je dirais, à des cyclones de moindre intensité. Et on a eu en 2015-2016, on a eu effectivement une augmentation, mais qui n'atteint pas les sommets que l'on avait connus auparavant. Donc ça, c'est pour l'intensité. On passe à la diapo suivante. J'essaie d'être bref, parce que je crois que je ne suis pas dans les temps. Quand on a fini avec les tempêtes, les inondations et compagnie, eh bien, on parle de la glace. Ouais, la glace, elles le font. Ben oui, elles le font. Elles le font, sachant que au petit âge glaciaire, qui s'est terminé vers 1850, les glaciers étaient beaucoup plus étendus. D'un autre côté, à l'optimum médiéval, on sait aussi que le Groenland était utilisé par les Vikings pour y faire de l'élevage. On a trouvé des bâtiments, on a trouvé des traces. On sait qu'il y avait une activité au Groenland, une activité qu'on ne pourrait pas aujourd'hui mener puisqu'il y a de la glace à peu près partout. Bon, donc pour le graphique de gauche, c'est l'anomalie de la glace de mer, de la banquise, hein, parce qu'il ne faut pas confondre la glace de mer et les glaciers terrestres. Hein. C'est deux choses différentes. La glace de mer, lorsqu'elle fond, l'océan reste au même niveau. Il n'y a pas de hausse du niveau de l'océan. Bon. Donc on voit effectivement qu'il y a une baisse de la surface, de la banquise jusqu'en 2007 à peu près, et que depuis, il y a une stagnation à peu près, avec de grandes fluctuations annuelles, plus importantes qu'avant, mais globalement, on n'a pas vraiment de fonte accélérée, puisque certains disaient même que l'Arctique atteindrait moins d'1 million d'hectares, moins d'1 million de kilomètres carrés, pardon, déjà il y a 10 ans de ça. Hein. Donc on n'en est pas là. Et par contre, ce que vous avez à droite, c'est une anomalie informatique. On ne sait pas trop d'où ça vient, hein, mais je vous rassure, ce n'est pas aussi haut que ça. Hein, le niveau actuel de la fonte de l'anomalie est beaucoup moins important que la courbe verticale que vous avez. À droite, on a l'Antarctique. Je n'ai pas réussi à retrouver le schéma équivalent. Alors pour l'Antarctique, ça se passe bien, puisque globalement, l'an dernier, ça a été quasiment dans la moyenne. Il y a 2 ans, c'était bien au-dessus de la moyenne, donc on avait vraiment une forte augmentation de la surface de la banquise. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est en train de... On est à 4,688 à peu près. C'est en train de progresser. Voilà. Donc là, pour la conclusion, c'est que la cryosphère, hein, au niveau mondial, on considère que c'est à peu près stable. Qu'il n'y a pas vraiment de chute de la surface. Bien sûr, il y a les glaciers qui fondent, mais bon, les glaciers, la cause peut être autre que la température, il ne faut pas l'oublier. Cette diapo représente... Alors, d'abord, ça a été un rapport qui a été fait par le groupe d'assurance AON en 2014 et c'est assez intéressant puisqu'il décortique un petit peu tous les événements qu'il y a eu, les événements liés au climat, liés à la météorologie. Et là encore, on s'aperçoit que
Eh ben, en 2014, par exemple, c'était vraiment dans la moyenne 2004-2013. Alors pour vous donner une explication sur les couleurs, vous avez le quartier 1 qui est en violet, c'est les USA, le quartier 2, c'est les Amériques hors USA, le quartier 3, c'est l'Europe de l'Est et l'Afrique, donc c'est en bleu, le premier bleu assez soutenu, et le quartier 4, c'est l'Asie et le Pacifique, tout à fait en haut. Bon. Donc là encore, les assureurs, groupe mondial d'assurance, disent on n'a pas plus de sinistres que la moyenne, ce qui est étonnant puisque la population augmente, l'urbanisation augmente, les erreurs d'urbanisation augmentent, on le voit avec les inondations, et malgré tout, il semblerait que le climat soit gentil avec nous pour le moment. Alors on va vite conclure. Ce qu'on a vu, désolé, mais il semblerait que l'augmentation du CO2 n'explique pas les variations climatiques. Il y a autre chose. Il y a des chercheurs français qui travaillent sur des explications. C'est quelque chose qui est... on ne peut pas attribuer ces fluctuations climatiques au seul CO2. Les phénomènes extrêmes ne semblent pas croître, on vient de le voir. Et on se demande si on peut réellement parler de réchauffement, dérèglement, changement climatique, ou bien s'il ne s'agirait pas là d'une exagération des phénomènes par les médias, par les lobbies et par les politiques aussi. Je n'entrerai pas dans l'explication, mais on va rester là avec la citation de deux personnes qui sont... l'une pas très connue, l'autre un peu plus connue. Jean-Henri Fabre, qui était un entomologiste, naturaliste, humaniste. Le centre des insectes, la cité des insectes à Saint-Oz de Lévézou, lui est dédié. C'est à côté de Roquefort. Et donc cet homme-là, il a dit, lorsqu'il me tombe sous les yeux une page hérissée de locutions barbares, dite scientifique, je me dis, prends garde, l'auteur ne possède pas bien ce qu'il dit, sinon il aurait trouvé dans le vocabulaire qu'on martelait tant de bons esprits de quoi formuler nettement sa pensée. Alors c'est vrai que lorsqu'on dit, nous les climato-sceptiques, à des scientifiques, dire, mais attendez, votre truc là, ça marche pas. Alors, ils nous sortent quelque chose d'incompréhensible. Moi je suis scientifique, je travaille sur le climat. Vous avez tort, moi je suis un citoyen, donc j'ai tort de toute manière. Et je trouve que ça retranscrit bien cet état d'esprit. Et puis aussi, de La Rochefoucauld, on va le citer quand même, je le mets un peu partout, qui lui a dit « Il vaut mieux employer notre esprit à supporter les infortunes qui nous arrivent qu'à prévoir celles qui peuvent nous arriver. » Alors ça, je le dédie aux modèles. Vous savez, les modèles qui prévoient en 2050, 2100... on n'est pas fichu de prévoir la météo à 2 ou 3 jours. Et par contre, là, on est bon. Et c'est vrai que les milliards que l'on dépense pour ces modèles, je pense que ce serait plus utile à étudier, je ne sais pas, des énergies nouvelles, des choses comme ça, et, plutôt que de faire de la simulation pour faire de la simulation et sortir des choses qui ne tiennent pas la route. Voilà, j'en ai fini. Et je vous remercie pour votre patience.